Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force. Donc j'espère que vous allez bien les amis. Je vous souhaite un bon week-end au passage. Et écoutez, bien aujourd'hui on va faire l'actualité crypto numéro 64. On va parler du Bitcoin, on va parler des projets XRP, Ripple, il y a des nouvelles assez intéressantes. Et surtout on va parler du VeChain parce que effectivement j'ai énormément de choses à dire sur le VeChain pour cette semaine parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. En bien, même très bien, comme en mal, voire très mal, mais pour les raisons différentes que je vais vous citer. Mais en tout cas, voilà, donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, les projets, j'en ai mis quelques-uns de côté, notamment, je vais pas parler du OMI et COMI parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, comparé à la normale. Pareil pour Ultra et les autres projets, normalement, je cite, et je vais pas en parler aujourd'hui parce qu'il n'y a pas des nouvelles intéressantes. Donc, je vais vraiment me focaliser, et je pense, sur le VeChain surtout, et un peu XRP, parce que le VeChain, vous le savez, hein, je vous avais prévenu la semaine dernière, il y a des nouvelles très intéressantes sur un nouvel écosystème qu'ils avaient annoncé avec grand fracas, hein. Souvenez-vous, même un compte à rebours sur leur site internet. Voilà, donc on va parler de tout ça et évidemment on parlera du Bitcoin hein, en premier lieu, donc je vais quand même parler du Bitcoin, faire un focus là-dessus, comme d'habitude que nous sommes désormais quasiment en bull run, et bien évidemment en fin de vidéo on parlera des actualités alors plutôt économiques parce que je me rends compte que les actualités crypto au final sont concentrées en ce moment sur le Bitcoin, donc inutile de faire une actualité crypto générale puisque je vais vous le mettre condensé dans le Bitcoin. Voilà, donc vous savez tout. Et puis sinon, bah écoutez, on y va, hein. Comme promis, on va commencer par le Bitcoin et notamment avec l'habituel tableau mis à jour par BitMEX Research, comme vous pouvez le voir ici, et qui fait référence simplement au flux entrant et sortant au niveau des ETF Bitcoin Spot. Et donc là, vous voyez qu'on a toujours un seul fidèle avec les mêmes gestionnaires d'actifs habituels comme BlackRock, Fidelity, etc., jusqu'à Grayscale qui eux se font clairement, sont en perte, hein. On voit qu'ils ont perdu au total 8,8 milliards de dollars au niveau des bitcoins. C'est un vrai massacre. Ils sont tout le temps dans le rouge. Ils n'ont pas eu une seule semaine, une seule journée où ils ont eu des données entrantes sur les ETF Bitcoin Spot. Donc c'est un vrai massacre pour les GBTC de Grayscale, mais c'est pas étonnant parce que tous ces flux-là sont en train de migrer désormais vers BlackRock hein, en majorité et les autres gestionnaires d'actifs à ce niveau-là. Et donc là, on voit bien que sur les derniers jours, il y a eu des nouveaux records, cette fois encore sur BlackRock, avec donc, le 28 février et le 29 février qui ont atteint un record pour BlackRock à 612 et 603 tout simplement en flux entrant au niveau des millions hein, de dollars pour BlackRock. Donc assez incroyable. Et donc, sur maintenant quasiment 2 mois hein, depuis qu'on a eu l'entrée initiale des ETF Bitcoin Spot sur le marché notamment américain, eh bien on a désormais un total de 7,3 milliards de dollars injectés hein, dans les ETF Bitcoin Spot. Ce qui correspond, donc là je vais vous passer des petits articles notamment un premier article de investing.com, comme vous pouvez le voir ici. Les ETF Bitcoin détiennent désormais près de 4% de tous les Bitcoins et ils ne ralentissent pas. Donc c'était publié au 2 mars 2024. Vous voyez, extrêmement récent, en fait, ça date d'aujourd'hui. Donc on voit bien que là, il se passe quelque chose, c'est que les Bitcoins sont en train de plus en plus rapidement même de migrer, on va dire, de la poche naturelle de l'écosystème décentralisé que nous connaissons tous depuis des années, bien évidemment, depuis la création du Bitcoin, vers les détentions des gestionnaires d'actifs. Et donc les clients fortunés, hein, parce qu'on sait que les clients des gestionnaires d'actifs comme BlackRock et compagnie sont en général les plus fortunés. Donc là, on voit qu'il se passe quelque chose et que malgré tout, alors c'était une de mes craintes, hein, que on avait déjà parlé il y a quelques semaines, même avant que le Bitcoin Spot soit mis en circulation, c'est que quelque part, le loup est dans la bergerie, hein, notamment avec BlackRock, et que les bitcoins soient au fur et à mesure du temps, et bien de plus en plus dans les mains justement des mastodontes, des maîtres de la finance internationale, et on sait bien, pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment. Donc ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Eh bien, sur le plan philosophique, il faut vous dire que c'est une mauvaise nouvelle. Sur le plan des gains, on va dire au niveau des prix sur le Bitcoin, eh bien,
oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque plus on va avoir de bitcoins qui vont être détenus sur les ETF, et moins on aura de bitcoins qui vont peut-être être tendance à bouger de ce marché-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront dans les ETF, on le voit bien, ils n'ont pas tendance à sortir. Les ETF Bitcoin Spot intègrent de plus en plus de bitcoins, mais il n'y a pas de flux sortant. C'est pour ça que la cagnotte grossit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, et là ça devient très intéressant, que au niveau des plateformes exchange, eh ben, il y a de moins en moins de Bitcoin libres, si je puis dire. Alors, je dis bien entre guillemets, bien évidemment, mais je pense que vous m'avez compris dans l'aspect philosophique. Et donc, il y a moins de Bitcoin dans les plateformes exchange et donc en circulation derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les plateformes exchange comme Binance, Coinbase, etc. ont de moins en moins de Bitcoin en circulation pour les particuliers qui veulent faire du trading sur ces plateformes-là, eh bien, forcément, il va y avoir un problème de liquidité à un moment ou à un autre. Parce que sur les ETF, vous n'avez pas la même liberté que sur les plateformes exchange au niveau des bitcoins. Vous ne pouvez pas les sortir pour les mettre sur des portefeuilles cold wallet comme Ledger, Trezor, etc. Enfin, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est que de profiter, bien évidemment, des prix du bitcoin. Voilà, donc là, il va se passer quelque chose. Et si on continue dans cette étape-là, et comme ça, c'est très rapide, on le voit bien, déjà 4% en 2 mois, c'est énorme. Et bien, si on continue comme ça, dans un an, on sera peut-être à 20%, 25%. Si ça s'accélère en plus 30%, pourquoi pas. Et donc, il y aura forcément un impact sur le prix, hein, de près ou de loin, forcément. Voilà, donc là, ça devient intéressant sur ce plan-là également, pour le meilleur et pour le pire, je répète. Ensuite, on continue donc les amis avec notamment, hop, je repasse sur Twitter et justement, comme je vous le disais, là j'ai un tweet de Bitcoin Magazine et donc il déclare en fait, donc c'est très récent, hein, bien évidemment, ça date du 27 février, que toutes les Bitcoins qui sont achetés et mis en place sur les ETF sont au nombre de 9163 sur une journée, hein, je dis bien sur une journée. Et par contre, les nouveaux bitcoins mis en circulation par les mineurs, que je rappelle que le principe de l'écosystème du bitcoin, c'est de mettre en place, grâce aux mineurs, bien des nouveaux bitcoins en circulation via la poche des 21 millions de bitcoins à la base, hein, qui étaient cachés à la vue de tous. Un peu comme l'or au final, hein, vous avez l'or physique qui existe avec un nombre limité sur Terre et il faut aller le chercher à la pioche physique, réelle, grâce à des mineurs, à des personnes réelles, dans les mines d'or pour le mettre en circulation derrière sur le marché financier. C'est exactement pour ça qu'on appelle d'ailleurs le Bitcoin de plus en plus l'or numérique, sur ce fonctionnement qui est basé un peu catalogué un peu sur l'or. Bref. Et donc on voit bien qu'il y a un vrai, enfin, il y a un vrai sujet effectivement là-dessus, c'est que vous avez 10 fois plus de Bitcoin qui sont intégrés sur les ETF, Bitcoin Spot, que des nouveaux Bitcoins entrants au final mis en circulation. Donc là, on voit qu'il y a déjà, en fait, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la demande en Bitcoin est 10 fois plus élevée que l'offre au final de nouveaux Bitcoins. Donc, eh bien, forcément, il va y avoir un impact sur les prix. Là aussi, on le voit bien, c'est mathématique, hein, c'est pas sorcier, je ne vous le sors pas de mon chapeau, c'est mathématique. Bref. Ensuite, je continue avec quelques articles sur le Bitcoin pour continuer, notamment avec un article de Coin Tribune. Bitcoin éclipse le rouble et intègre le top 15 mondial des monnaies. Et donc là, je rigole parce que ça me fait penser forcément aux propos de la Banque Centrale Européenne qui, encore une fois récemment, a encore déclaré que le Bitcoin n'était pas une monnaie numérique. Et je pense que là, on rigole quand même quand on voit que le Bitcoin est capable eh bien, de dépasser au niveau de la capitalisation boursière, hein, bien évidemment, ou dans ce domaine-là, eh bien même le rouble. Donc là, vraiment, ils font fort quand même, ils font fort. La Banque Centrale Européenne, dans leurs propos, ils devraient réfléchir 2 fois avant de sortir leurs bêtises, en fait, hein. Bref. Bon, allez, je continue. Un autre article pour la roue, je crois le dernier sur le Bitcoin, cette fois de cryptost.fr. Donc ETF Bitcoin, Libit de BlackRock débarque au Brésil. Voilà pourquoi je dis qu'on va avoir un vrai sujet, parce que là, rien que... Enfin, là, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les ETF Bitcoin Spot, pour l'instant, ne sont qu'aux États-Unis. Et on voit déjà l'impact que ça a sur le marché donc des cryptos et le marché du Bitcoin. Et là,
donc c'est extrêmement récent, hein, cet article date du 1 mars 2024, eh bien on a BlackRock en train de déjà de déployer ses tentacules à longue portée, hein, si je puis dire, déjà au niveau international, hors du cadre de la régulation américaine au niveau de la finance, et déjà intègre le marché brésilien. Donc, il y a de fortes chances à parier que les flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot ne vont pouvoir que s'accélérer au fur et à mesure de la démocratisation, quelque part, hein, du fonctionnement des ETF Bitcoin Spot à travers le monde. Pas que aux États-Unis, bien évidemment. Donc, pour ça, les amis, que sur le Bitcoin, on voit qu'il se passe vraiment quelque chose et que peut-être qu'on ne s'en rend même pas compte, mais qu'il y a un moment où les 21 millions de tokens de Bitcoin qui existent à la base, moins ceux qui ont été perdus, je rappelle, hein, eh bien, il y a un moment, il y aura tellement peu de Bitcoin en circulation que les prix vont être mais totalement démentiels. Et ça, c'est quelque chose qui est désormais possible. On le voit bien à travers le fonctionnement des ETF Bitcoin Spot. Bien évidemment, je peux me tromper. Je rappelle par la même occasion que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement et que je peux me tromper, hein, bien évidemment. Donc, vous devez faire vos propres recherches, c'est très important. Allez, on continue avec cette fois le prochain projet. Donc, le clou, on va dire, du sujet pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est le VeChain. Alors, je vais commencer par des petites informations comme ça, lambda, avant d'embrayer sur l'événement qui a fait fureur la semaine passée. Donc déjà, première information pour le VeChain. Donc là, j'ai un tweet de INATBA, pas comment le dire, donc c'est The International Association for Trusted Blockchain Application. Donc c'est une petite, enfin c'est une grosse association plutôt, qui est en train de développer dans sa feuille de route, hein, tout ce qui est le mélange de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils annoncent ici, hein, à travers ce flyer, c'est qu'ils parlent de l'annoncement et du mix entre ces deux technologies, si je puis dire, dans une task force. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que de voir que dans cette task force, qui il y a? Eh bien, il y a des grands noms. Il y a notamment, on voit l'Union européenne, c'est marrant quand même, hein. Donc carrément des gros pontes, hein. On voit qu'il y a les universités, il y a le VeChain et il y a même, regardez, à côté, le World Trade Organization. Donc là, on voit qu'il se passe quelque chose, c'est que tout cela mène au fait que un des rares, enfin même si je puis dire le seul membre lié à la blockchain de très près, hein, c'est le VeChain au final. Donc on voit que VeChain devient de plus en plus une référence dans le monde international des affaires pour le développement de la blockchain, puisque VeChain c'est vraiment la blockchain, mais également de l'intelligence artificielle qui est en train évidemment de tout exploser de son passage. Et il suffit de voir par exemple les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle, je parle notamment de FET, Océan et le Agix Singularity, qui sont en train de tout exploser là en ce moment. Vous l'avez vu sûrement, hein, je pense que vous l'avez remarqué, au niveau des gains de performance. Donc on voit qu'il y a une véritable phénomène, hein, qui est en train de se passer sur tout ce qui est l'intelligence artificielle, en plus ChatGPT à côté, etc. Bon bref, je ne vais pas faire de détails là-dessus, mais voilà, on voit que VeChain a également maintenant sa patte, hein, dans l'intelligence artificielle à travers cette task force. Pas mal. Ensuite, je continue et là, on va arriver à l'événement donc de cette semaine qui a été... alors, pour le meilleur et pour le pire, donc je vais m'expliquer d'abord sur qu'est-ce que c'est cet événement, qu'est-ce qu'ils ont annoncé, bien évidemment, et après, je ferai un peu la prise de recul sur qu'est-ce qu'ils ont foiré, hein, entre guillemets, dans leur communication, qui est vraiment un problème de communication. À mon sens, en tout cas, là aussi, je le répète, c'est mon avis personnel, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, pour commencer, j'ai basé sur les faits, hein, ne vous inquiétez pas, là, vraiment, je vais reprendre l'annonce de VeChain à travers leur tweet qu'ils ont fait ici, comme vous pouvez le voir là. Et donc, en fait, tout simplement, ils ont créé et ils ont annoncé donc un nouvel écosystème qu'ils appellent le vBetter DAO. Et donc, ce vBetter DAO, c'est tout simplement un écosystème qui est basé sur la traçabilité. Vous savez que c'est vrai que depuis quelques semaines, on parlait beaucoup de traçabilité à travers la fondation VeChain. Et là, ils ont concrétisé tout cet aspect de traçabilité à travers une plateforme, donc vBetter DAO, et deux nouveaux tokens, donc le B3TR et le VOT3. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, communication d'une semaine, ils ont créé une hype de malade
pour au final annoncer une nouvelle plateforme et deux nouveaux tokens, j'avoue que j'ai froncé les sourcils exactement comme ça là. Et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Donc, j'avoue que sur le coup, je n'étais pas vraiment emballé, mais bon, on va dire que mon objectif, c'est de rester toujours, vous savez, le plus objectif possible, de laisser mon côté personnel le plus possible de côté. Donc j'ai creusé le sujet et finalement, écoutez, c'est vrai que c'est pas mal. Et on va voir comment et pourquoi. Donc je vais me baser déjà sur leur site internet, donc le VBetterDAO qu'ils ont mis en place, donc ce qu'ils appellent le vbetterdao.org. Vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler leur plateforme déjà hein, comme ça. Donc il y aura un système de X to earn, puisque le but ce sera de que les personnes utilisent des applications, des dApps sur cette plateforme-là pour ensuite être récompensées en tokens, notamment en BT3R, enfin les deux nouveaux tokens qu'ils ont mis en place. Et voilà. Et donc maintenant on va passer au cœur du sujet. Bien sûr, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je suis allé vraiment dans les détails et là j'ai carrément le white paper. Ils ont sorti un nouveau white paper en collaboration avec Boston Consulting Group, vous savez. Et donc maintenant on va voir le white paper. Alors on ne va pas le voir de A à Z, hein, juste les points importants pour vous expliquer vraiment en détail qu'est-ce qu'ils veulent faire à travers cette nouvelle plateforme. Bon, donc première chose déjà que je trouve intéressante dans le white paper, ils expliquent comment ils en sont arrivés à créer cette plateforme VBetterDAO. Et donc, ils repartent sur les premiers lancements au final de la plateforme VeChain, enfin de l'écosystème VeChain plutôt, avec le VET, le VTHO. Et donc là, la phase première, c'était l'identité, la construction et tout ce qui suit derrière de la blockchain principale du VeChain, notamment entre 2017 et 2019. Donc là, ils le rappellent que leur objectif à la base, et qui est toujours le cas d'ailleurs, hein, c'est vraiment de mettre en place des solutions pour les entreprises. Ils le mettent ici, vous voyez, les entreprises au niveau de la blockchain publique. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé une blockchain publique, un mainnet, une délégation pour les fees, etc., un POA 1.0 à l'époque, donc entre 2017 et 2019, deux tokens sont le VeChain et VTHO. Et derrière, leur objectif à travers cette plateforme-là, c'était de faire une démonstration de la valeur, en fait, quelque part, de la blockchain publique. Voilà, donc ça a été la première étape. Et si je vous explique tout ça, que je reviens un peu en arrière, c'est parce que c'est très important pour comprendre justement la vision de VeChain et pourquoi c'est une bonne chose au final. Alors qu'au début, c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a pas emballé. Mais je comprends désormais, et effectivement, c'est plutôt logique dans leur stratégie et même plutôt très puissant, je dirais, on va voir pourquoi. Ensuite, deuxième point, maintenant la phase 2, qui a eu lieu entre 2019 et 2022, ça a été la simplification de l'adoption de tout ce qui est la technologie blockchain au public et surtout aux entreprises. Et donc là, c'est pour ça qu'en lançant donc leur plateforme avec VeChain et VTHO, eh bien, ils se sont adressés spécifiquement à des partenariats avec des entreprises et des industries. Et là, ils font le récapitulatif de leurs plus gros partenariats, notamment donc PwC et DNV, bien évidemment, une très grosse entreprise. Walmart, alors on a parlé en voulez-vous, en voilà. J'en ai parlé des tonnes de fois de Walmart, notamment avec leur record de transactions qu'ils ont atteint à 200 millions de transactions. MyCare, MyStory, BMW. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais ils ont mis en place un système de passeport digital pour les véhicules de BMW, un écosystème de, de faible émission carbone, on va en reparler un peu parce que c'est lié à VDAO, à VBetterDAO, des utilités dans la supply chain, notamment au niveau des médicaments, avec notamment l'entreprise Bayer, et également tout ce qui est avec MyBaby, ils ont créé tout ce qui est les IVF Clinical Platform. Bref, j'avoue que ça, je ne me suis pas penché là-dessus, et bien sûr, ça, c'est des exemples, il y en a d'autres. Donc en fait, l'objectif entre 2019 et 2022, ça a vraiment été d'exporter leur plateforme, l'écosystème VeChain, comme vous le savez, hein, on l'a vu de toute façon tous, sur des utilités réelles au niveau des entreprises, des industries, dans des cas réels. Bon, donc ça c'était la phase 2. Maintenant la phase 3, c'est là où ça devient intéressant et qu'on comprend mieux pourquoi ils ont sorti ce nouveau plan de VBetterDAO. Eh bien, c'est de créer maintenant la traçabilité.
pour tout ce qui est l'aspect des priorités critiques pour les business. C'est écrit ici. Et donc, on voit que là, ils ont sorti plusieurs choses, notamment en 2022, entre 2022 et 2023. C'est la Proof of Authority 2.0, c'est un des consensus peut-être qui fait que la blockchain, aujourd'hui VeChain fait partie des meilleures blockchains au monde, il faut le dire, au niveau technique, au niveau de la sécurité. Ils ont sorti le portefeuille numérique VWarn, on en a parlé plusieurs fois dans les vidéos. Ils ont sorti notamment la plateforme de no-code. Et si je ne me trompe pas, c'est peut-être les seuls qui sont en train de créer, de mettre cet écosystème-là en place. C'est-à-dire que plus besoin d'être développeur pour développer des smart contracts sur la blockchain. Aujourd'hui, des projets NFT notamment sur la blockchain. Donc ça, c'est VORJ. Les hackathons. Et là, maintenant, c'est là où c'est intéressant. C'est on comprend mieux pourquoi ils ont fait un partenariat. Vous savez, j'en ai parlé avec EGA et l'université d'Harvard pour justement attirer le plus possible de développeurs de dApps, notamment. On va comprendre justement en fait où leur logique pour derrière avoir l'objectif de créer cette plateforme VBetterDAO qui justement sera une plateforme où il y aura notamment plein de dApps, justement. Donc là, en fait, on comprend où le puzzle s'assemble, c'est qu'ils ont attiré à travers le hackathon et leur partenariat avec EasyA des milliers de développeurs qui ont créé des centaines d'applications de dApps. Et donc aujourd'hui, ils vont utiliser ces dApps qui ont un lien avec la traçabilité pour les mettre dans la plateforme VBetterDAO. Voilà. Et donc après, ils ont plusieurs plans. Alors X-Plan, je ne sais pas ce que c'est, j'avoue, peut-être que vous pouvez me dire en commentaire ce que c'est, Grand 2.0, CTO Center, bref. Voilà. Et donc tout ça, vous voyez, tout cet aspect-là amène au VBetterDAO, c'est-à-dire à la plateforme qu'ils appellent le X2Earn, c'est-à-dire que vous utilisez l'application qui ont un lien avec la traçabilité, notamment avec des actions que vous pouvez mener suivant la nature de l'application que vous utilisez, et vous êtes récompensé en token. Voilà. Et ça, c'est ce qu'ils appellent quelque part le Web3 for Better. Si j'ai bien compris. Voilà, donc ça, maintenant, on en est là. Et donc, je vais vous expliquer désormais, là où c'est intéressant, c'est qu'ils disent ici, donc on va feuilleter un petit peu le white paper en détail, que tout cela, en fait, est en lien avec tout ce qui est l'écosystème des faibles émissions carbone. C'est-à-dire que leur VBetterDAO et les applications qui sont sur VBetterDAO seront forcément en lien avec l'écosystème des faibles émissions carbone. Donc ça a été construit par VeChain, DNV et BYD également. Vous voyez, les grosses marques derrière. Et donc BYD, je rappelle que c'est une des plus grosses marques automobiles en Chine, notamment sur les véhicules électriques. Vous en avez parlé notamment parce que ces véhicules-là intègrent déjà, et c'est pour ça qu'on n'entend pas trop parler en Europe, de cet aspect-là, parce que c'est vraiment en Chine, c'est exclusif à la Chine pour l'instant, que les propriétaires de ce genre de véhicules électriques de BYD ont la possibilité déjà de gagner des tokens et être récompensés en crédit carbone à travers justement ce qu'a construit VeChain là-bas. Bon. C'est déjà quelque chose qui en Chine est presque devenu naturel pour ce genre de marque. Bref. Voilà. Et donc maintenant, on va parler précisément donc de VBetterDAO. Qu'est-ce que c'est vraiment? Et au niveau de la vision, donc, que je vous disais, c'est que VBetterDAO est designé, c'est-à-dire est conçu pour devenir la plateforme de traçabilité de facto, qu'ils disent ici, du Web 3.0 au niveau des dApps qui vont mettre en place le X2Earn, c'est-à-dire vous apprenez, vous agissez dans la traçabilité pour gagner des tokens. Mais ils veulent faire ça à une échelle vraiment massive. C'est ça qu'ils veulent faire, l'adoption massive. Et donc l'objectif, vous voyez, est de lancer une multitude de dApps pour engager, sensibiliser et mettre en place des récompenses de participation pour placer le pouvoir du changement dans les mains du peuple et non pas dans les mains des gouvernements notamment uniquement. Ça, je trouve très intéressant cette philosophie-là parce que c'est justement une partie de la décentralisation qui est mise à l'honneur en fait avec ce genre de philosophie. Donc, il rappelle que Boston Consulting Group donc, est un des partenaires stratégiques et clés de VeChain et ouvre justement les portes aux entreprises et aux projets avec une vision partagée du futur du Web 3.0. Donc, on a compris que quand ils vont, à travers cette phrase,
ils vont sortir leur plateforme VBetter DAO, parce qu'elle n'est pas encore sortie, elle est en phase de test. Moi, je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Eh bien, quand elle sortira, il y aura des dApps qui vont sortir, mais qui seront notamment peut-être créées par des entreprises en lien avec Boston Consulting Group. Or, Boston Consulting Group, c'est une des plus grosses entreprises du monde, hein, je rappelle, avec, je crois, 11 milliards de chiffre d'affaires. J'ai peut-être des bêtises, j'ai plus les chiffres en tête, hein. Mais c'est très facile de retrouver les chiffres. Sur Internet, je vous engage à chercher par vous-même ce genre de chiffres. Voilà. Mais c'est une grosse entreprise, en tout cas, internationale, et donc connaît beaucoup d'autres entreprises et de partenaires. Voilà. Donc, VBetter DAO, donc combiné avec la technologie de VeChain, en fait, forme justement l'écosystème qui va permettre de faire changer les choses au niveau du partenariat également avec Boston Consulting Group, parce qu'il y aura un support fait par apparemment des programmes spécifiques, des outils avancés et un mentorship, ce qu'ils appellent ça, de la part de Boston Consulting Group, mais également, vous voyez, de Venture Capital. Le Venture Capital, je rappelle, c'est toutes les entreprises qui investissent dans des startups, notamment pour bien derrière développer ces startups-là et en échange, bien sûr, de parts d'actions, hein, d'entreprises, etc. Voilà, donc là, on a un vrai business qui est en train de se construire sur la plateforme VBetter DAO. Bon. Ensuite, maintenant, on va passer à l'aspect, je dirais, calendrier. Et donc, il y a 4 phases, si je ne me trompe pas, hein, ou 3 phases. Donc, il y a la phase de testnet, qui est déjà en cours, qui a déjà été lancée depuis cette semaine, justement. Ensuite, il y aura la phase bêta qu'ils appellent le mainnet Blitz. Et la dernière phase, la Go Live Gala, sera la phase de lancement en live, hein, comme c'est dit, de VBetter DAO. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la première phase, c'est la phase alpha du testnet, ici Takeoff. Et donc, cette phase, vous voyez, donc elle a démarré donc, fin février et elle va durer, donc, si je ne me trompe pas, jusqu'à fin mars, si je dis pas de bêtises, hein, vraiment j'essaye de voir les dates en même temps, je lis en même temps aussi, parce que j'ai pas tous les éléments en tête, hein, donc je dois relire. Et donc après vous aurez la deuxième phase, voilà, qui commencera apparemment en fin du deuxième trimestre 2024. Et au final, voilà, vous aurez la dernière phase qui, elle, commencera donc, sera planifiée pour le 30 juin, qui sera d'ailleurs l'anniversaire de bah, de la mise en place de l'écosystème premier, hein, VeChain et VTHO, enfin de la blockchain VeChain Tor. Ouais, donc vous avez 3 phases. Donc là, nous sommes en phase de test. On aura ensuite, à la fin du deuxième trimestre 2024, le lancement de la phase 2. Et enfin, on aura la dernière phase de lancement officiel, c'est-à-dire le 30 juin. Donc là, on peut se dire que, quelque part, hein, je vais grossir un peu les choses, nous sommes en phase de test, quelque part, jusqu'au 30 juin 2024 pour le VBetter DAO. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, après, on va aborder tout ce qui est l'aspect de la tokenomics des tokens B3TR et VOT3. Et derrière, il y a tout un aspect qui est expliqué. Donc, la tokenomics, elle est ici. Et il faut savoir que vous pouvez déjà gagner des airdrops, donc actuellement en testnet, sur notamment les Discord et également Telegram. Donc, j'ai testé. Ça marche, hein. En tout cas, j'ai pas testé Telegram, mais j'ai testé Discord. Donc, vous avez toute une petite procédure très simple, hein, vraiment à aller. Vous allez juste dans le Discord de VeChain, ensuite vous allez dans VBetter DAO Airdrop et vous suivez la procédure. C'est très simple. Et en échange, vous recevrez à la fin gratuitement, hein, sur le testnet. Donc, ne paniquez pas si ça bascule votre portefeuille VWorld ou 5.2 sur le testnet, c'est parce que c'est normal, hein, c'est pas encore sur le mainnet. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous, entre-temps, si vous utilisez le testnet et notamment les dApps sur le testnet et que vous gagnez des tokens B3TO et BOT3, là, enfin, peu importe, sur le testnet, eh bien sachez que lorsque ce sera lancé en gala live au 30 juin, eh bien chaque token sera basculé sur le mainnet. Ça veut dire que tous les tokens que vous gagnez à partir de maintenant
sur cet écosystème-là de VBetterDAO, vous les gagnerez en fait définitivement, parce qu'il y aura un échange de 1 pour 1, c'est écrit ici, vous voyez. Voilà. Bref. Donc, plutôt sympa et surtout que la tokenomics est plutôt faible au niveau du nombre puisque il y a, si je ne me trompe pas, c'est écrit plus loin, 1 milliard, voilà, total supply de B3TR est au maximum prévu à 1 milliard de tokens. Ce qui est plutôt faible pour ce genre de token qui derrière est plutôt prévu sur des millions d'utilisations, en tout cas c'est ce qu'ils disent hein, pour leur part. Voilà. Donc, maintenant on va continuer, hein. Donc là on a vu la tokenomics. Comme on peut le voir, donc pendant les phases de test, quelque part, hein, du testnet, donc phase alpha et bêta, il y aura 3 750 000 B3TR qui seront alloués donc, au airdrop, aux applications donc X2Earn en phase de test, à l'écosystème de DAO, c'est-à-dire pour tout ce qui est le système de bot, et également tout ce qui est les pools de trésors, donc avec un total de 3 750 000 B3TR. Donc ça veut dire qu'en plus, cette tokenomics-là, c'est 1 milliard de tokens, seront donc planifiés au niveau des drops hein, sur le marché sur 12 ans. Donc ça va être très très lent au final pour avoir un total market cap de 1 milliard de tokens sur le B3TR. Donc au final, on va dire qu'au 30 juin, on peut estimer qu'il y aura 3 750 000 B3TR vraiment en circulation, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas d'autre, je vois pas d'autre moyen de mettre en place ces B3TR sur le marché, autrement que par les airdrops, le système de X2Earn d'application, etc. Bon. Alors après, peut-être qu'on pourra les acheter, mais je ne crois pas que ce soit que ce token, là je peux me tromper, hein, je ne connais pas tout, bien évidemment, je me base vraiment sur leur white paper. Mais c'est vrai que je pense réellement qu'il y aura seulement 3 150 000 B3TR en circulation, c'est-à-dire au lancement Gala Live du 30 juin 2024. C'est plutôt intéressant, mais ce n'est pas le plus intéressant. Maintenant, on va atteindre effectivement ce qui est le plus intéressant, c'est tout l'écosystème d'applications X2Earn, de dApps. Et là, ces applications-là, elles ont trois axes au final de philosophie, ce qui est marqué ici. Donc, meaningful, c'est-à-dire que l'application est conçue pour mettre en avant en fait la traçabilité sous toutes les formes possibles. Feasible, comme il l'appelle, c'est-à-dire que l'application en fait peut récompenser les utilisateurs pour leurs efforts, pour leurs actions, et surtout valuable, c'est-à-dire que chaque effort est récompensé de façon peut-être collective et à une valeur collective pour contribuer de façon collective aux efforts sur la traçabilité au final. Et en fait, l'écologie, hein, quand on dit traçabilité, selon la philosophie du VeChain, c'est vraiment l'écologie au final qui est au centre du système et avec derrière les faibles émissions de carbone, vous l'avez compris, parce qu'ils ont parlé de l'écosystème de faibles émissions de carbone au début du white paper. Je vous l'ai montré. Bon, voilà, et maintenant on va passer à tout ce qui est. Alors, je vais revenir justement à ce que je vous disais tout à l'heure sur le système de nodes et donc le lien, et là en fait on le voit ici, entre la blockchain VeChainTor et cette plateforme VBetterDAO. Et donc ici, ça va être ce lien, il va être cristallisé par le rôle des node holders. Comme vous pouvez voir, qui vont jouer un rôle crucial comme validateur et qualificateur, si je puis dire, ou jury, voilà, ça va être des juges, pour justement mettre en place les applications X2Earn, les dApps. Et donc là, vous voyez que là, on parlait de Mjolnir, vous voyez, je vous parlais des Thunder, Strength, VectorX, etc. En fait, c'est les holders qui sont qualifiés en fonction du nombre de VET qu'ils ont stacké dans la blockchain VeChainTor. Et donc, plus une personne est considérée, on va dire, dans la qualité, le rang social élevé dans le type de node qui lui est attribué, notamment en fonction du nombre de bêtes qu'il a stacké, et plus il aura de poids pour qualifier en fait les applications d'apps X2Earn dans la plateforme VBetterDAO. Et donc ici, vous voyez que ce qu'ils disent là, c'est que pour qu'une application X2Earn soit validée et mise en place sur la plateforme VBetterDAO, il faut qu'elle acquiert cette application-là une qualification et un score de 100. Ça veut dire que par exemple ici, eh bien, une personne, un validateur qui a de type
node Mjolnir X, eh bien, aura à lui tout seul la possibilité de voter et de dire oui, cette application-là, elle est intéressante, donc elle peut arriver sur la plateforme VBetter DAO. Donc là, déjà, on voit qu'il y a une forme de demi-centralisation, décentralisation, parce qu'en fait, ce sont les validateurs qui décident quelles applications doivent entrer sur la plateforme VBetter DAO. Bon. Mais c'est là où on voit quand même qu'il y a un lien, cela c'est très important de le souligner, entre bien, le VeChain, le VET, le VTHO et derrière la plateforme VBetter DAO et les tokens B3TR et VOT3. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires passer en disant ça y est, ils ont lâché le VeChain et les VTHO, ça y est, bon bah on peut vendre les VET et les VTHO et acheter maintenant les B3TR et VOT3. Non, mais ça n'a rien à voir en fait. B3TR et VOT3, ce sont des tokens, au final, je ne suis même pas sûr qu'on pourra les acheter. Alors, je peux me tromper, hein, mais je ne suis même pas sûr qu'ils seront mis vraiment sur le marché en achat libre, autre que par les airdrops. Et voilà. Après, ils pourront être, une fois sur le marché secondaire, effectivement, ils pourront être échangés, peut-être achetés, etc. Mais ils ne pourront peut-être pas être achetés de base, comme n'importe quelle crypto-monnaie de type VET ou même le VTHO. Et derrière, en plus, tout ce système-là va continuer à fonctionner sur l'écosystème du VeChain. Ça veut dire que pour, par exemple, même faire une transaction et échanger vos B3TR en autre chose, notre crypto-monnaie, eh bien, il faudra d'ailleurs utiliser des frais de gaz en VTHO, comme n'importe quelle crypto sur l'écosystème du VeChain. Donc en fait, là, il faut voir plutôt cette amélioration, ce VBetter DAO, comme une extension simplement de l'écosystème du VeChain, simplement. Donc c'est plutôt positif, hein, mais après sur le long terme, je vous dis pas que ça va changer des choses de fou là sur l'écosystème de la blockchain du VeChaintor et tout, c'est sûr. Mais par contre sur le long terme, parce que si on a de l'engagement sur les applications, on a des personnes même peut-être qui ne sont pas du tout euh, proches de la blockchain, etc., mais qui peuvent intégrer cette plateforme-là et gagner des tokens et ensuite être intéressé pour les vendre derrière sur la plateforme, sur la blockchain VeChaintor, eh bien, on va peut-être avoir des millions de nouveaux utilisateurs. Et donc, à partir de là, forcément, on va avoir un impact sur la blockchain VeChaintor, et sur le VTHO, sur le VeChain, etc. Forcément. Mais c'est sûr, on n'en est pas là. Là, c'est pour ça que je parle du long terme. Bon. Ensuite, donc, il y aura tout le système de vote. Alors, je ne vais pas en parler parce que je trouve que c'était compliqué. Vous voyez, avec des formules et tout. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas professeur de mathématiques. Mais bon, en tout cas, on voit que c'est plutôt intéressant. Et donc, au niveau de la roadmap générale et au niveau de la gouvernance décentralisée, donc du DAO, hein, comme ils le mettent là. Donc, comme vous le voyez, il y a un récapitulatif que je vous remets là de la roadmap qui prévoit en général. Donc, en phase de Q1 2024, premier trimestre, donc c'est chaud alpha et bêta, comme je vous l'ai dit. Le 30 juin, on a le Go Live Gala pour l'anniversaire de la blockchain VeChaintor. Ensuite, au troisième trimestre, on aura tout le système de quadratic voting. Donc en fait, un programme de staking, donc sûrement sur le B3TR et VOT3 ou autre. Et enfin, au quatrième trimestre 2024, on aura le portail de la gouvernance décentralisée, c'est-à-dire que n'importe qui pourra en fait voter pour faire évoluer la plateforme VBetter DAO et pour fortifier, c'est écrit là, hein, la structure décentralisée de VBetter DAO. Bon. Et enfin, et là, donc on voit bien que c'est sur les 4 ans. Donc on voit qu'ils prévoient déjà, vous voyez, sur le long terme, hein, donc là sur 4 ans, ils vont faire progresser cet aspect de modèle décentralisé de leur plateforme VBetter DAO. Et sur 6 ans, il y aura des phases d'innovation. Donc c'est cultiver une culture d'innovation avec des décisions collectives au sein de VBetter DAO. Voilà. Donc on voit vraiment que là, VeChain, ils sont vraiment sur un aspect, mais totalement lunaire, hein, si je puis dire. Faut le dire, c'est les seuls qui font ça, hein, clairement. Mais vraiment, je pense qu'ils sont peut-être, soit ils sont totalement à côté de la plaque, ça va, il n'y a rien qui va marcher. Bon, on verra, hein. Soit ils sont sur quelque chose, ils vont proposer quelque chose de tellement lourd. Alors ça va prendre du temps pour se mettre en place, hein, le temps que les gens aillent sur les applications, sur les dApps, qui, si elles sont mises en avant par les entreprises comme Boston Consulting Group et les partenaires de VeChain, mais aussi les partenaires de Boston Consulting Group, là on peut avoir quelque chose de très 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 lourd et on peut avoir quelque chose de mondial.
Donc, si vous avez même pas allez, 1% de la population mondiale qui est intéressée pour aller sur les applications, la DApps, sur la plateforme VBTRDAO, on parle de plusieurs centaines de millions, dizaines de millions de personnes. Et là, on fait exploser l'écosystème, clairement. Donc, c'est un pari, peut-être, à prendre ou pas, hein. Après, franchement, là, je pense que c'est. Les dés sont en l'air. On ne sait pas ce que ça va se donner. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être totalement stratégique, en tout cas. Et puis qui s'inscrit très bien, hein, on le voit, dans la stratégie de VeChain sur le long terme, sur l'adoption de masse au niveau de la traçabilité. Voilà. Ensuite, il parle de tout ce qui est le management de la trésorerie. Bon, c'est pas, je pense que c'est pas le plus important. Et surtout, très intéressant, ils ont quand même mis dans leur carton, c'est là où vraiment on voit qu'ils connaissent du monde dans VeChain, c'est qu'ils sont fiers, ils annoncent ici de travailler avec des personnes quand même comme Sir Constantin Novoselev, c'est-à-dire le prix Nobel de physique de 2010. Voilà, donc on voit que c'est pas quelque chose qui a découvert notamment le graphène donc en 2004. Voilà. Et donc, on travaille avec ce genre de personnes pour développer leur écosystème, donc VBTR DAO, mais également de traçabilité. Voilà, donc ça, les amis, c'était le bon côté, hein, on va dire, c'était voilà, le côté sympa des choses du VeChain, de l'événement. J'ai vraiment expliqué, je pense, dans les grandes lignes, hein, qu'est-ce que ça a signifié pour l'écosystème du VeChain. Derrière, je vous montre une toute petite vidéo rapidement là de Sunilu, justement, qui a annoncé cette, cet événement, enfin cette nouvelle plateforme-là, à l'événement de MWC qui a eu lieu à Barcelone. Et donc, je trouvais très intéressant, c'est la façon, sa vision. Donc là, il déclare, donc je vais vous passer la vidéo, que la traçabilité n'est pas en fait la responsabilité juste de scientifiques. Par exemple, de prix Nobel notamment, en fait, c'est la mission de chacun pour en fait nos vies, clairement pour les vies de chacun, de façon décentralisée. C'est un challenge en fait qui a besoin d'une solution décentralisée. Et en fait, c'est ce qu'il appelle le Web 3.0. Donc, j'y pensais à propos de ça. Et donc là, il fait référence à WebEtherDAO. Il dit qu'une plateforme accessible par n'importe qui et dans laquelle vous pouvez en fait inscrire vos actions de façon décentralisée, de façon vérifiée à travers la blockchain par un smart contract, eh bien, en termes d'impact venant de vos actions, eh bien, vous serez récompensé par des tokens. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il appelle, c'est comme ça qu'il a résumé sa, sa plateforme VBTRDAO. Donc, c'est hyper intéressant de voir quand même leur philosophie. Là, ça s'inscrit dans quelque chose que personne n'a fait pour l'instant. C'est les seuls qui font ça, là, clairement, VeChain. Donc, on verra. Soit ça marche, soit ça passe, soit ça casse, hein. De toute façon, ça va être soit l'un, soit l'autre. Mais moi, je dis, cette vision-là, effectivement, c'est vraiment une très bonne chose, hein, pour l'écosystème du VeChain sur l'aspect traçabilité. Vraiment. Ensuite, par contre, pour le reste, et là, ils n'ont vraiment pas fait fort. Maintenant, je vais parler de la. Ils ont un seul problème, je pense, VeChain, c'est leur communication. C'est une catastrophe. Parce qu'ils ont créé une hype de fou pendant 1, 2 semaines. On a eu les preuves, on a même eu un compte à rebours sur leur site internet VeChain. Et en fait, on s'attendait tous, du coup, à quelque chose, un tremblement de terre, avec derrière des partenaires clés comme notamment l'Union européenne ou même, je sais pas, la finance internationale, JP Morgan, enfin vraiment des choses qui sont en plus liées à l'utilité réelle, notamment, comme ils le disent depuis des années, qui sont basées sur l'industrie, l'entreprise, etc. Et finalement, ils nous annoncent bien une plateforme de traçabilité, d'accord, très bien, avec de nouveaux tokens. Alors là, personne n'a rien compris en fait sur la base. Et ils ont annoncé ça comme c'était l'événement du siècle. Sauf que créer de nouveaux tokens et une plateforme, il y a quand même une tonne de blockchains qui ont été capables de le faire sans avoir à faire une annonce stratosphérique au final. Mais effectivement, donc quand on comprend, quand on se penche sur le fond du sujet, effectivement c'est une révolution, parce que c'est les seuls qui font ça sur la traçabilité, je dis bien, et cet ensemble de dApps qui vont pouvoir devenir peut-être exponentiels et se greffer à l'écosystème du VeChain, et donc faire grossir l'écosystème du VeChain.
mais quand on regarde les choses de brut, de forme, bah, c'est-à-dire que là, il y a un problème, il y a un décalage entre la communication, la hype qui a été créée et bien sûr derrière le fond du sujet. Parce que s'ils n'avaient pas annoncé, par exemple, s'ils n'avaient pas créé une hype, leur service marketing, communication autour de ce sujet, il n'y aurait même pas de débat. C'est-à-dire que là, tout le monde serait tout fou et personne n'aurait été déçu, par exemple. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, et ça me fait penser aussi à leur partenariat marketing, communication avec l'UFC. Là aussi, on ne comprend pas trop. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une blockchain, VeChain, qui est pour la traçabilité, l'écologie, etc., qui a un partenariat marketing avec l'UFC, où vous avez des gens qui tapent dessus toute la journée. Donc, donc je pense personnellement, je pense que le souci du VeChain, c'est vraiment un problème, il faudrait peut-être qu'il règle, hein, c'est tout ce qui est l'aspect communication, marketing. Là, on voit il y a des problèmes, hein, c'est pas cohérent. Bref, mais c'est mon avis personnel, hein. Après chacun a son avis, mais en tout cas, ça explique pourquoi il y a une bonne partie de la communauté VeChain qui a été déçue par cet événement, et moi en premier lieu au début. Voilà. Jusqu'à ce que je me penche vraiment sur le sujet. Mais le travail que j'ai fait moi en me penchant sur le sujet, pas tout le monde le fait. Pas tout le monde a le temps ni l'envie de le faire. Bon, allez. Voilà, les amis, donc pour VeChain, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein. Là, c'est vrai que c'est quand même, j'ai pris du temps pour l'expliquer. Et puis sinon, bah, écoutez, on passe à la suite, c'est-à-dire à Ripple et XRP. Donc effectivement, là, j'ai une annonce de la part donc, de Axelar Network qui effectivement officialise tout simplement un partenariat entre la société Ripple et la fondation donc de Axelar pour justement le lancement prochain de XRP Ledger, hein, c'est-à-dire le XRPL. Et donc, ce qui est intéressant dans ce partenariat-là, c'est que vous avez Axelar Network qui explique tout simplement qu'en intégrant le XRPL, eh bien, ça va permettre donc d'améliorer l'efficacité et la sécurité des transferts, notamment sur plus de 55 blockchains connectées. Donc là, on est en train vraiment d'avoir le XRP, quelque part, hein, qui est en train de conquérir non seulement le marché international avec des connexions transfrontalières, hein, au niveau des paiements internationaux, mais également au niveau de la blockchain, puisque vous avez le XRPL qui va être à travers leur partenariat avec Axelar, eh bien, accessible à travers 55 blockchains. Ensuite, vous avez tout l'aspect, il est dit ici, hein, d'un écosystème blockchain qui sera cross-chain au niveau de la scalabilité. Donc ça, c'est effectivement une bonne chose aussi. Vous avez également, bon là, il parle de tout ce qui est innovation, bon, ils mettent du blabla au milieu forcément, mais on voit en tout cas ici que la finalité, c'est que là, ce XRPL avec l'intégration d'Axelar sera lancé en mai. Donc on voit que là, dans les mois qui viennent, hein, que ce soit pour VeChain, même XRP, Ripple, etc., on a vraiment des bonnes nouvelles et des choses solides qui arrivent sur le marché. Bref. Ensuite, je vous montre un petit article de Ripple. Voilà, donc là, TradingView, You Today, donc Ripple vs SEC, he has a key date qui compte. Donc effectivement, cet article, il résume simplement les dates clés au niveau du procès entre la SEC et Ripple qui est toujours en cours, hein, bien évidemment depuis un moment. Et donc il y a trois dates clés, donc il y a le 22 mars, 22 avril et le 6 mai 2024. Et donc je vous explique un petit peu ce qui se passe au niveau juridique. Donc si vous voulez, la SEC a bombardé, a attaqué de nouveau Ripple en demandant, si vous voulez, la publication de documents, donc récemment. La Ripple n'a pas le choix de s'exécuter. Et donc là, vous avez encore une deadline qui a été repoussée, où vous avez donc, si je ne me trompe pas, hein, suivant l'article, eh bien la SEC donc, qui a jusqu'au 22 donc, mars pour refaire ses demandes, calibrer, etc. Ensuite, vous aurez jusqu'au 22 avril pour Ripple pour répondre quelque part à cette demande-là. Et enfin, vous aurez jusqu'au 6 mai pour la SEC pour finaliser également encore une contre-attaque. Enfin, ça, c'est vraiment l'aspect juridique, on n'en finit jamais. Mais là aussi, on a une date finale qui sera au 6 mai. Donc ça, c'est vrai que pour Ripple, par exemple, on a des choses intéressantes qui arrivent notamment en mai, un peu dans la même sauce que VeChain avec leur plateforme VBetterDAO pour le 30 juin. Voilà, donc ça, c'est juste les dates à retenir, les amis, pour les prochaines dates clés sur ces affaires-là. Voilà.
Bon, ce sera tout pour XRP Ripple. J'ai pas d'autres nouvelles. Donc, vous voyez, c'était vraiment quelque chose. Enfin, au niveau des projets, hein, on va vraiment parler focus du VeChain, mais effectivement, en même temps, ils ont monopolisé l'espace cette semaine, avec également les crypto-monnaies sur l'intelligence artificielle. Donc, j'en profite également pour vous dire que ça y est, j'ai fini mon article et mes recherches sur la blockchain Avalanche. On m'avait demandé, hein, plusieurs personnes m'avaient demandé, notamment Olivier, je crois, de faire une vidéo sur Avalanche. Donc ça y est, je l'ai fait. Donc la vidéo, je vais la faire cette semaine, puisque j'ai fait l'article. Bon, et les recherches et tout. Et sinon, ben, je pense que les prochaines vidéos que je vais faire de recherche crypto, ce sera sur notamment FET, AGIX et également donc Océan, parce que là, on voit que l'intelligence artificielle est en train vraiment d'exploser, hein, sur tous les niveaux. Bon, allez, je continue cette fois avec les actualités économiques, donc plus générales, et notamment avec des articles, hop, de tribune.fr. On va commencer par ça. Donc, face à l'envolée des prix à la pompe en Russie, Moscou interdit les exportations d'essence. Donc, le gouvernement russe a annoncé jeudi interdire les exportations d'essence pour 6 mois à partir de vendredi, une décision prise pour stabiliser les prix à la pompe sur le marché intérieur. Parce que c'est vrai qu'en plus, il y a les élections présidentielles de mi-mars qui auront lieu en Russie. Donc là, on voit que c'est au 29 février 2024 et surtout qu'il y aura forcément du coup un impact sur les prix à la pompe. Alors, est-ce qu'il y aura un impact pour nous en Europe? C'est une bonne question parce qu'on nous dit qu'on n'utilise plus de gaz russe ni de pétrole russe, en rien. Sauf qu'on se rend compte que de façon détournée, on rachète quelque part ces mêmes denrées-là russes de façon détournée, notamment à l'Inde, qui raffine de son côté, etc., du pétrole russe pour nous le revendre derrière. Voilà. Donc, est-ce que ça va avoir des impacts? Voilà, c'est une bonne question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a des problèmes déjà avec la production de pétrole au niveau des États-Unis, qui eux ils l'expliquent comme ça, hein, mais font face à une période de maintenance, donc ils ont vraiment calmé leur production. Mais en plus, on va avoir donc le pétrole russe, que là pendant 6 mois, il n'y aura plus d'exportation, excepté les pays, vous savez, où la Russie a une alliance économique, donc orientale, hein, avec l'Ouzbékistan par exemple, ce genre de pays-là. Voilà. Mais sinon, le reste du monde, il n'y aura plus de pétrole russe, ça c'est sûr. Pendant 6 mois, ils le disent. Donc il y aura forcément quand même des impacts sur le marché du pétrole. Ensuite, je continue hop, avec un autre article. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Si on se base sur l'article de l'INSEE, en février 2024, les prix à la consommation augmentent de 2,9% sur un an. Donc, 2,9%, là on se rapproche de l'objectif de la Banque Centrale Européenne des 2%, parce que je rappelle que les banques centrales dans le monde, leur objectif c'est de fixer une inflation à 2%, ce qu'ils jugent optimal pour l'économie euh, des zones concernées. Et donc, eh bien là, ça veut dire, alors je rappelle que l'inflation, quand on dit qu'il y a une baisse de l'inflation, ça ne veut pas dire qu'il y aura une baisse des prix. Ça veut dire que l'augmentation des prix augmentera moins vite en fait. C'est tout ce que ça veut dire. Et même s'ils arrivent à 2%, ça veut dire que chaque année, il y aura quand même 2% d'augmentation des prix. Mais eux, ils diront, c'est bon, c'est normal, c'est bien. Voilà. Et ça, il faut le savoir, il faut vraiment le comprendre, parce que c'est comme ça qu'on comprend que derrière, si vous ne faites rien pour aller plus vite que l'inflation, même quand elle est à 2% par an, eh bien, votre épargne, au final, il est réduit à peau de chagrin tous les ans, hein. Et c'est comme ça qu'en 30 ans, eh bien, vous vous retrouvez avec un capital qui a perdu 20-30% au final. Alors que vous n'avez rien fait, vous l'avez juste laissé dormir dans un compte bancaire avec livret A, effectivement, moins fort, on va dire, avec un pourcentage moins élevé de rendement que, au final, coûte l'inflation. Et ça, c'est le problème, finalement, de peut-être de la majorité des gens, c'est de, effectivement, ne pas savoir cette donnée-là. On ne l'apprend pas à l'école, hein, ça c'est sûr. Et donc, c'est pour ça que, pourquoi les millionnaires, milliardaires qui s'y connaissent en économie avec une batterie d'avocats et tout, ils investissent à droite à gauche sur la bourse, sur les cryptos, dans l'or, dans l'immobilier, c'est parce qu'ils savent très bien que s'ils font dormir cet argent-là, cet argent-là va perdre de la valeur par rapport au final à l'inflation déjà de base voulue par les banques centrales. Et ça c'est une donnée, mais vous avez en plus derrière la chute de la valeur des monnaies fiat, notamment de l'euro. Je vais vous montrer la courbe juste après, vous allez voir, vous allez comprendre, et ainsi de suite. Voilà. Donc, plutôt une bonne nouvelle, hein, effectivement, mais c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire, euh,
enfin, c'est pas non plus la fête, hein. Je veux dire, c'est-à-dire que les prix vont quand même continuer de monter, même si ça tend à 2%. Et comme je vous l'ai dit, personnellement, je ne parie pas sur une baisse continue de l'inflation. Je le dis depuis, je l'assume, hein, je le dis depuis plusieurs semaines, parce qu'il prévoit déjà, et je vous montre donc le prochain article, hein, ça va de pair, toc, notamment avec Le Monde, avec l'atterrissage de l'inflation, la Banque Centrale Européenne sous pression pour baisser ses taux d'intérêt. Donc, la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux d'intérêt, et avec le contexte géopolitique, notamment avec la Russie qui veut supprimer désormais ses exportations de pétrole, il y a de fortes chances qu'on ait de nouveau des déstabilisations au niveau des prix et donc une reprise de l'inflation au moment où la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux. Voilà. Donc, c'est pas gagné. Et là, on voyait, en plus, Le Monde le dit, l'inflation en zone euro en février était de 2,6%. Alors moi, je me suis basé sur les prix de l'INSEE, mais peut-être qu'ils ont des prix un peu, pas 2,6%, proche de l'objectif de 2%. Vous voyez, donc l'objectif des banques centrales, c'est vraiment 2%. Je vous l'invente pas. Pourtant, l'institution de Francfort n'envisage pas de réduire ses taux d'intérêt à court terme. Donc ce sera plutôt pour l'été apparemment, et notamment la Réserve fédérale américaine prévoit également de baisser ses taux plutôt vers l'été 2024. Donc ça veut dire qu'ils sentent bien que s'ils commencent dès maintenant là, à baisser leurs taux, l'inflation, boum, elle va repartir. Donc, c'est que le problème de l'inflation n'est pas du tout réglé. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et surtout, et là on va... Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que derrière, hop, j'ai un petit tweet de Radar, comme vous pouvez le voir ici, Breaking News, donc la New York Community Bank, donc au niveau de ses actions, chute de 20% après des... En fait, alors ils disent ça, c'est des contrôles internes, et en fait, ils se rendent compte qu'il y a vraiment des problèmes de liquidité, je pense, hein. Et donc, on voit que là, on a une chute de 20% au niveau des actions de la NYCB. Il rappelle en plus que la NYCB, c'était la banque qui avait acheté la Signature Bank qui avait fait faillite l'année dernière. Et donc, il dit là, Radar, Bank Crisis numéro 2 on the way, qui arrive. Donc, c'est pour ça que là, on voit bien que le système quand même financier est très déstabilisé, hein, et surtout que là, au 11, alors je ne sais pas de bêtises, mais au 11 mars, normalement, donc, le gouvernement américain met fin au plan d'aide d'urgence justement aux banques américaines. Donc, ça veut dire que là, au 11 mars, normalement, eh bien, soit les banques américaines auront quelque part solutionné leurs problèmes de liquidité qu'elles ont rencontrés l'année dernière. Souvenez-vous, on a 4 banques américaines, 5 banques américaines qui ont fait faillite l'année dernière, en 2023, à la même date à peu près, en mars, entre février et avril, je crois, 2023. Et ensuite, vous avez le gouvernement américain qui a perfusé tout ça, qui a injecté en masse des liquidités pour aider les banques. Sauf que ce plan-là, eh bien, il stoppe le 11 mars 2024. Et donc, ben, soit les banques sont arrivées à régler leurs problèmes de liquidité en interne, soit la banque, enfin la crise va reprendre. Et quand on voit cette nouvelle de la New York Community Bank, eh bien, ça ne fait pas plaisir du tout et c'est plutôt pas bon signe pour la suite des choses au niveau des banques régionales américaines. Voilà. Donc après, je ne vous dis pas qu'il y aura une crise bancaire mondiale, hein, mais quand on voit que le marché boursier américain est en train d'exploser avec une bulle tech en avant, avec Nvidia qui explose tout sur son passage par exemple, qu'on a la bourse chinoise qui fait l'inverse, eh bien on peut dire qu'il ne manque pas grand-chose pour que ça fasse exploser tout ça en mode crise équivalente à 2008, voire encore plus forte. Bon, allez, donc maintenant je vais finir la vidéo, les amis, sur maintenant là je suis sur Boursorama, comme vous pouvez le voir ici, et notamment sur la courbe de la valeur de l'euro par rapport au dollar. Et donc regardez, je prends 10 ans, donc je rappelle, hein, donc je vous parlais du problème de l'inflation, et notamment de pourquoi il faut aller plus vite que l'inflation en investissant bah, où vous voulez, hein, mais en tout cas peut-être pas dans les comptes bancaires forcément, ou du moins pas tout son capital dans les comptes bancaires, parce qu'on voit que entre l'inflation à 2% minimale ou optimale, comme vous voulez, voulu par les banques centrales, et la chute de la valeur de l'euro, vous voyez, en 10 ans par rapport au dollar, qu'il a perdu sur 10 ans 21% l'euro par rapport au dollar, et le dollar a lui-même perdu de la valeur par rapport à l'or. Parce que je rappelle que l'or est
et la valeur de référence hein, pour derrière comparer la valeur des monnaies fiat. Voilà, donc vous voyez bien que là, l'euro, il n'est pas en top de sa forme hein, sur son historique total par rapport au dollar. Perdu 20% déjà. Et encore, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas dérouillé total pour l'instant. Et maintenant, je suis sur Bullion by Pot, et là, cette fois avec le cours de l'or au kilo. Et là, je suis sur 3 ans. Regardez sur 3 ans, notamment, je vais même prendre plus. On va rigoler, je vais prendre sur 20 ans. Allez, je vais prendre sur 20 ans. Hop. Donc le cours de l'or en euros, donc par kilogramme, pour les 20 dernières années. Regardez le délire. Donc en 2006, nous étions, regardez, à 14 000 euros, 15 000 euros, 16 000 euros pour 1 kilo d'or. Aujourd'hui, nous avons atteint un record, c'est-à-dire que là, nous sommes officiellement, donc en mars 2024, nous avons atteint un nouveau pic, comme vous pouvez le voir ici, là, à 61 816 euros pour 1 kilo d'or. Voilà, donc c'est, je crois, le record historique sur la courbe. En tout cas, il n'y a pas d'équivalent, c'est-à-dire qu'on est vraiment à un nouveau sommet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les monnaies fiat, dollars comme euros, eh bien, on perd de la valeur simplement par rapport à l'or et de façon continuelle. Vous voyez, sur 20 ans, c'est un massacre au final. Donc, c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a un vrai problème avec nos monnaies fiat et avec notre système boursier traditionnel, puisqu'il y a tout qui est en train de partir à volo et qu'au fur et à mesure du temps, ça empire. Et qu'il y a peu de chances pour que ça revienne dans l'ordre, vu les montants en jeu, c'est des trillions de dollars et d'euros. Voilà les amis, donc bon bah avec ces données-là, on voit bien que hop, j'en arrive à la conclusion de la vidéo que l'or et l'argent physique, c'est vraiment des valeurs refuges hein, par excellence, on le voit bien, on le rappelle. On voit que les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, eh bien, qui est de plus en plus considéré comme analogue à l'or physique, et qui devient l'or numérique, eh bien, commence à avoir le même poids de plus en plus que l'or, hein, et on est encore loin quand même du résultat, hein, de le comparer à l'or physique totalement, de façon équitable, mais on voit que plus le temps passe et plus on s'en rapproche en termes de valeur refuge et de décentralisation également. Et après, eh bien, c'est vrai que faut garder sa cagnotte sur le système bancaire, hein, bien évidemment, parce qu'on est loin, là on n'est pas encore non plus à la rue, système bancaire, mais on ne sait jamais, avec notamment la déstabilisation hein, des banques aux États-Unis, et notamment la possibilité d'avoir une nouvelle crise bancaire aux États-Unis, là, en cette année 2024, pour les raisons que je vous ai citées dans la vidéo. Voilà les amis, mais après, je rappelle, hein, chacun fait comme il veut. Le tout, c'est d'avoir quelque chose. Il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier. C'est ça le plus important, parce que si ce panier-là coule, bah, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, que ce soit pour l'or, l'argent physique, même si c'est le moins probable que ça coule, que ce soit pour les cryptos, soit pour les banques, ou pour l'immobilier, ou pour peu importe, ou pour les actions boursières. Voilà, donc là, c'est vraiment à vous de faire votre stratégie, hein, la plus adaptée selon vous là-dessus. Ou alors d'aller voir des professionnels sur le sujet qui vous conseilleront. Parce que je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier personnellement, bien évidemment, je vous le rappelle. Voilà les amis, bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, notamment du VChain, hein. Je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez, si vous êtes déçus, si au contraire vous êtes hypé, si voilà ce que vous en pensez pour l'avenir et tout. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo, et puis sinon, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, notamment pour la vidéo sur Avalanche, hein, comme promis, que je sortirai je pense mercredi. Voilà. Allez, prenez soin de vous, la bise, ciao.